Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter IronMail. Alors qu'est-ce que IronMail? Eh bien, IronMail est une solution de serveur d'email personnel que vous allez pouvoir installer chez vous à la maison. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Alors imaginons par exemple que vous avez un compte d'email chez Google, Gmail. Eh bien, si Google veut savoir tous les emails que vous envoyez ou recevez, eh bien, c'est très facile pour eux, il leur suffit de regarder leur serveur et ils auront la totalité des messages que vous envoyez ou que vous recevez. On sait ce que cela peut donner comme catastrophe lorsque l'on pense, entre autres, à l'affaire qui a secoué Yahoo ces dernières années. Donc, avec IronMail, vous pouvez avoir vos emails qui sont stockés sur votre serveur à la maison, et non plus chez un prestataire comme Yahoo, Google, Microsoft ou autre. Alors bien sûr, si vous envoyez des emails à quelqu'un qui a un compte Gmail, forcément Google pourra voir les messages que vous envoyez ou qui vous sont envoyés depuis un serveur de Google. Mais il sera plus difficile pour eux de voir la totalité de ce que vous envoyez, car en quelque sorte vous allez diluer vos messages un peu partout, puisque vous allez envoyer des emails à différents serveurs d'email, et donc tout ne sera pas regroupé sur un même serveur. Donc il n'y a que vous, sur votre serveur à la maison, qui pouvez vraiment voir l'intégralité des messages qui sont envoyés ou reçus. Alors IronMail a l'avantage bien sûr d'être open source, ce qui est toujours une bonne chose pour être certain qu'il n'y a pas de code malveillant dans IronMail qui pourrait espionner vos emails. Toutes les communications sont chiffrées entre vous et les serveurs d'email. IronMail a également d'autres fonctionnalités, comme par exemple le calendrier, la liste des contacts, etc., ce que l'on retrouve dans beaucoup d'autres services d'email. Mais IronMail va encore plus loin puisqu'il a un système anti-spam intégré ainsi qu'un système antivirus intégré. Voilà, donc vous voyez que c'est un système qui est très complet et qui en plus est gratuit. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas traiter tous les sujets qui tourne autour d'un serveur d'email, parce que sinon ça ferait une vidéo de plus de 3 heures, mais je vais vous permettre déjà de mettre en place un premier serveur d'email fonctionnel que vous allez pouvoir utiliser tout de suite en à peu près 1 heure de préparation. Cela va impliquer donc d'installer une version fraîche de Linux Debian. Alors IronMail peut aussi fonctionner sur d'autres distributions de Linux comme par exemple Ubuntu ou CentOS. Je vais également vous expliquer comment paramétrer le serveur DNS qui va permettre de rediriger toutes les informations vers votre serveur. Et enfin, nous allons voir bien sûr comment paramétrer IronMail pour que tout ça se passe le mieux possible. Vous allez voir que ce n'est pas particulièrement compliqué à partir du moment où l'on fait bien les choses par étapes et de façon méthodique. La première chose que nous allons faire, c'est aller dans la partie Download. Ici, vous avez un tableau qui vous indique toutes les distributions de Linux sur lesquelles vous pouvez installer IronMail. Et vous avez ici un bouton Download Now. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un clic droit sur ce bouton Download et de faire copier l'adresse du lien. Collez cette adresse dans un bloc-notes, dans un traitement de texte quelconque que vous avez sous la main et gardez cette adresse au chaud parce que nous allons devoir l'utiliser tout à l'heure lorsque nous allons installer IronMail. Alors vous pouvez installer IronMail sur une machine dédiée que vous avez chez vous, puisqu'il faut absolument que IronMail soit installé sur une machine dédiée uniquement à ça et à rien d'autre. Ou alors vous pouvez faire ça sur une machine virtuelle, c'est ce que je vais faire moi-même ici. Je vais installer ça sur une machine virtuelle qui tourne sous VirtualBox. Je mettrai bien sûr dans la description de la vidéo tous les détails de paramétrage et autres choses que vous verrez durant cette vidéo. La première chose que vous allez devoir faire, c'est acheter un nom de domaine. Dans la vidéo, je vais mettre comme exemple mondomaine.com qui sera juste un exemple. Il est évident que partout où je vais parler de mondomaine.com, vous devrez remplacer mondomaine.com par votre nom de domaine que vous aurez acheté. Vous pouvez bien sûr choisir le prestataire que vous voulez pour acheter votre nom de domaine. Et ce n'est pas obligé que ce soit un .com. Vous pouvez très bien acheter un .fr ou un .org, ce qui vous plaira. Ensuite, nous allons également mettre un sous-domaine. Moi, je vais utiliser le sous-domaine mail, donc ce sera mail.mondomaine.com, mais vous pouvez tout à fait utiliser autre chose que mail. Donc ici, j'ai installé sur une machine virtuelle une distribution de Debian version 9.3. Alors sur ma machine virtuelle, j'ai mis 4 Go de mémoire, mais vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre au minimum 2 Go.
Et j'ai mis également 500 Go de disque, mais ça aussi, vous pouvez faire varier cette taille de disque en fonction de la taille dont vous disposez sur votre machine, mais également en fonction de la quantité d'emails que vous voulez stocker. Car vous pouvez également avoir plusieurs comptes sur ce serveur d'email et donc plusieurs adresses email, donc ça peut très vite démultiplier le nombre d'emails stockés avec les pièces jointes, avec tout ce qui peut aller avec les emails. Lorsque vous allez installer votre Debian, vous devrez indiquer le nom de la machine comme étant mail. M-A-I-L. Ensuite, comme nom de domaine lors de l'installation, vous indiquerez le domaine mondomaine.com, c'est-à-dire le nom de domaine que vous aurez acheté. Également, vous pouvez très bien chiffrer le disque dur de ce serveur. Ce qui fait que si un jour votre machine était par exemple volée, eh bien personne ne pourrait connaître le contenu des emails qui sont stockés sur la machine. Et enfin, lors de l'installation de Debian, vous pouvez faire une installation minimum car vous n'avez pas besoin de l'interface ou quoi que ce soit. Vous pouvez très bien tout faire en ligne de commande sur le terminal, ce qui permettra d'avoir une machine très légère et rapide. Donc vous voyez qu'ici, j'ai ma machine virtuelle qui est lancée et qui attend que je lui indique donc un identifiant. Bien sûr, toute l'installation doit se faire en mode root puisque là, il va falloir être administrateur pour pouvoir faire les modifications sur ce Debian. La première chose que je vais avoir besoin de modifier, c'est l'adresse IP de ma machine. Également, si vous utilisez une machine virtuelle, je vous conseille de mettre le réseau en accès par pont et non pas en NAT. La première chose que nous allons devoir faire, c'est mettre une adresse IP fixe à notre machine virtuelle. Car en effet, par défaut, ce que fait la machine virtuelle, c'est qu'elle va demander à votre box ou votre routeur une adresse IP qui ne sera pas fixe et qui sera donnée par le DHCP de votre routeur ou de votre box. Et ce n'est pas ce que l'on veut, car nous voulons que cette adresse IP ne change jamais, afin que les demandes vers le serveur aillent toujours sur cette adresse IP spécifique. Donc ici, je vais utiliser une adresse IP spécifique à mon réseau, mais vous pouvez très bien faire une toute autre adresse que celle que je vais indiquer. Le principal étant que vous ne devez pas utiliser une adresse IP qui est déjà utilisée par un autre appareil se trouvant sur votre réseau, et que vous ne devez pas non plus utiliser une adresse IP qui se trouve dans la plage d'adresse du DHCP. Donc là, allez voir votre box ou votre routeur, allez dans le DHCP et regardez quelle est la plage d'adresse qui est utilisé par votre DHCP. Il ne faut pas mettre d'adresse qui soit dans cette plage-là. Généralement, les plages d'adresse ne vont pas au-dessus de 100 sur les DHCP des box. Mais il vaut mieux aller vérifier car rien n'est jamais certain. Donc, attaquons tout de suite. Nous allons nous mettre en route et nous allons taper le mot de passe route. Donc, vous voyez que nous sommes bien sur root@mail. Mail qui est donc le nom de la machine que l'on a mis au moment de l'installation. Maintenant, j'ai besoin de connaître le nom de mon interface réseau. Si c'est une machine fixe que vous avez à la maison, il y a de fortes chances pour que le nom de votre carte Ethernet, de votre carte réseau, soit ETH0. Mais sur une machine virtuelle, ça peut être un nom tout à fait différent. Donc pour savoir cela, sous Debian, on doit faire IP espace A. Et ce que fait IPA, eh bien, c'est nous montrer toutes les interfaces réseau qui se trouvent sur cette machine. Et celle qui nous intéresse ici, c'est celle qui est marquée ENP0S3. Nous voyons qu'ici, il y a une adresse qui a déjà été attribuée qui est 192.168.1.45. Et donc, ça, c'est une adresse IP qui est dit dynamique, c'est-à-dire qu'elle peut changer à tout moment. Elle n'est pas fixe. Elle est donnée par le DHCP de notre box. Donc, pour s'assurer que l'adresse IP sera fixe, on va utiliser l'éditeur Nano. Et je vais éditer le fichier etc network interface. Et vous voyez sur les deux lignes qui sont à la fin qu'il est bien indiqué effectivement que mon interface doit utiliser le DHCP pour obtenir son adresse IP. Or, ce n'est absolument pas ça que l'on veut. Donc je vais commenter cette ligne en mettant une dièse devant pour qu'elle ne soit plus active. Et je vais mettre le nom de mon interface, qui est donc ENP0S3. Alors pour vous, ça peut être autre chose, peut-être ETH0. Et ensuite, je vais lui dire que désormais, ENP0S3 est une adresse IP qui est statique
et qui ne passe plus donc par le DHCP, comme c'était écrit tout à l'heure. Et vu que c'est statique, eh bien il va falloir maintenant que j'indique quelle est l'adresse de ma machine. Donc ici, je vais choisir 192.168.1.120. Le masque de sous-réseau est généralement 255.255.255.0. Et enfin, la gateway. Alors la gateway, c'est quoi? Eh bien, c'est votre box. Donc pour ça, il faut connaître l'adresse de la box, qui est généralement 192.68.1.1. Mais ça peut être une autre adresse pour votre box. Donc, à vous de vous renseigner quelle est l'adresse de votre box. Généralement, si vous tapez cette adresse-là dans un navigateur Internet de type Firefox ou autre, eh bien, vous devriez voir apparaître l'interface de votre box dans le navigateur. Si vous ne la voyez pas apparaître, c'est que ce n'est pas cette adresse-là qui est attribuée à votre box. Alors, c'est peut-être 1.10, ou c'est peut-être 0.1, ou c'est peut-être 0.10. Donc, à vous de regarder quelle est l'adresse IP de votre box. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ici, donc, notre machine va avoir 192.168.120 comme adresse IP fixe. Donc, retenez ça, ou retenez l'adresse IP que vous avez fixée vous-même. On va donc faire CTRL X, et on va dire que l'on veut enregistrer les modifications. Oui. Voilà qui est fait pour cette partie. Maintenant, il faut également s'assurer que notre machine est capable de résoudre les noms de domaine. Donc, on va faire nano etc resolve conf. Ici, vous voyez qu'il est marqué name server 192.168.1.1, qui est donc l'adresse de ma box. Et c'est ce qu'il faut, puisque en fait, c'est ma box qui va être la passerelle pour résoudre les noms des serveurs. Donc, j'ai rien à changer, mais je vérifie quand même que ce soit bien ici l'adresse de ma box qui est indiquée. Voilà donc pour cette première partie, qui était donc de mettre une adresse IP fixe. Bien, passons maintenant à la deuxième étape et vérifions si notre nom de domaine est bien indiqué correctement et si le routage du nom de domaine est fait correctement sur l'adresse IP locale de la machine. Alors, si je fais host name f, j'obtiens mail.mondomaine.com. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai indiqué mail comme étant le nom de la machine et mondomaine.com comme étant le nom de domaine. Moralité, lorsque je fais hostname, j'obtiens mail.mondomaine.com. Donc imaginons que vous ayez acheté le nom de domaine tagada.fr et que vous ayez appelé votre machine mailbox, eh bien cela devrait normalement donner mailbox.tagada.fr. Donc tout ceci doit correspondre très exactement au nom de domaine que vous avez acheté. Si ça ne correspond pas, eh bien vous pouvez quand même modifier ces données en faisant nano etc hostname. Et là, vous pouvez indiquer le nom de la machine, qui est mail pour moi. Ensuite, pour le nom de domaine, nous allons aller dans nano etc host et nous allons ici changer quelques lignes. Déjà, nous allons enlever la première ligne qui ne sert à rien. Nous allons avoir ici qu'une seule ligne dans ce fichier. Donc, c'est bien mail.mondomaine.com. Ici, nous avons le sous-domaine mail qui est en fait le nom de la machine. Nous allons également indiquer que l'adresse 127.0.1.1 est également le local host, c'est-à-dire la machine locale. Et également, nous allons indiquer que c'est local host local domain, que c'est le domaine local. Voilà, donc nous devons ici n'avoir qu'une seule ligne qui indique tout ça sur l'adresse 127.0.1.1. Donc je vais faire CTRL X, oui, et je vais sauvegarder ce fichier. Ensuite, je vais m'assurer que j'ai bien le paquet bzip2 d'installer qui va me permettre en fait de décompresser le fichier d'installation de IronMail. Alors, normalement, il doit être déjà installé sur votre Debian si vous avez fait une installation fraîche de la version 9 ou supérieure. Mais, par acquis de conscience, on va faire une petite vérification. Donc, on va faire apt get install bzip2.
Et normalement, la machine devrait nous dire que c'est déjà installé. Et si ce n'est pas le cas, eh bien l'installation se lancera. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit reboot de la machine et de regarder si nos paramétrages sont corrects. Donc on va taper reboot et entrer. Bien, j'ai donc redémarré ma machine, je me suis remis en mode route et je vais vérifier si j'ai bien mon adresse IP fixe maintenant qui est indiquée. Donc je fais IPA et nous voyons que pour l'interface ENP0S3, j'ai bien comme adresse IP 192.168.1.120. Donc cela fonctionne, il n'y a pas de problème, j'ai bien mon adresse IP fixe, et ça c'est important, qui est parfaitement indiqué ici. Eh bien il est temps d'installer IronMail. Alors pour faire ceci, nous allons commencer par aller dans le dossier root. Donc on va faire cd root et nous allons télécharger le fichier d'installation. Alors vous vous souvenez, tout à l'heure nous avons fait un copier le lien sur le bouton download du site internet de IronMail et nous l'avons noté quelque part. Eh bien nous allons l'utiliser maintenant. Donc je vais faire wget et je vais taper l'adresse que j'ai donc copié-collé. Donc bitbucket.org zhb IronMail downloads IronMail .9.7.tar.bz2. Alors bien évidemment, si lorsque vous allez regarder cette vidéo, eh bien la version est passée à 9.8, il est clair que cette adresse sera différente de celle que je suis en train de taper à l'écran. Donc faites bien attention de récupérer l'adresse qui se trouve sur le site internet, qui peut bien sûr changer à tout instant. Et donc je valide ma ligne. Si j'ai bien tapé mon adresse, le téléchargement devrait s'enclencher. Et voilà, il est déjà terminé. Donc maintenant, ce fichier que je viens de télécharger se trouve dans le dossier root. Donc ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est décompresser ce fichier, puisque c'est un fichier compressé. Je vais taper tar xjf et le nom du fichier, puisque je suis dans le dossier root. Voilà, vous voyez que ça va très vite, le fichier a été décompressé, et donc maintenant je devrais avoir un dossier IronMail dans le dossier root. Donc je vais me mettre dedans, je vais faire cd root IronMail, vous voyez qu'on a effectivement un dossier IronMail. Je valide, donc maintenant vous voyez que je suis bien dans le dossier IronMail. Je vais nettoyer mon terminal un petit peu. Et bien maintenant, je vais pouvoir lancer le fichier d'installation en tapant bash ironmail.sh. Et je valide ma ligne et l'installation va commencer et va prendre quelques minutes. Donc nous voyons apparaître la première fenêtre d'installation d'IronMail. Nous allons dire yes. Alors on nous propose de changer le dossier où va se trouver les boîtes email des utilisateurs de notre serveur. On va laisser ce dossier par défaut, donc rien de particulier à faire ici. On va laisser ce dossier var vmail, ça nous convient tout à fait. Ensuite on nous propose de choisir le serveur web qui va nous servir sur notre serveur d'email. Alors on a le choix entre Nginx ou Apache. Personnellement, j'ai une préférence pour Apache, donc je vais prendre Apache. Ensuite, on nous propose de choisir un moteur de base de données. Alors, j'ai une préférence pour MariaDB, donc je vais prendre MariaDB. Ensuite, eh bien, il faut protéger la base de données avec un mot de passe. Alors là, je vous conseille bien sûr de mettre un mot de passe fort qui fera au moins 15 caractères avec des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, car c'est ce qui va protéger les données de votre base de données. Donc, il ne faut surtout pas que quelqu'un puisse accéder à la base de données de votre serveur d'email, sinon ça ne servira à rien et vos emails ne seront pas protégés. Alors bien sûr, pour les besoins de la démonstration, je vais mettre ici que des mots de passe simples pour aller plus vite. Ici, maintenant, on nous demande de mettre le nom de domaine de notre serveur d'email. Donc là, je vais indiquer mondomaine.com. Donc bien sûr, remplacé ici par le nom de domaine que vous avez acheté. Donc normalement,
Si vous vous appelez Jacques, vous pourrez avoir une adresse email qui sera jacques@mondomaine.com. Je fais Next. Systématiquement, IronMail va créer une adresse email qui s'appelle Postmaster. Donc ici, vous voyez que ça s'appelle postmaster@mondomaine.com. Cette adresse email est particulière car c'est en fait une adresse email d'administration du serveur d'email. Et vous recevrez d'ailleurs sur cette adresse email des emails qui vous donneront des rapports réguliers sur, par exemple, les sauvegardes automatiques qui se font sur le serveur et d'autres choses comme des avertissements en cas de problème. Donc c'est une adresse qui est très importante. Donc je vous conseille là encore de mettre un mot de passe très fort d'au moins 15 caractères minimum. Donc là encore, je vais mettre un mot de passe moins simple pour la démonstration. Ensuite, IronMail vous propose différentes interfaces pour accéder à vos emails à travers le web. Alors entre autres, il y a Roundcube et il y a également Sogo qui est ici et que j'aime bien particulièrement parce qu'il a une très jolie interface. Donc je vais le rajouter ici, je vais mettre un astérix. Et vous pouvez donc utiliser toutes ces interfaces pour consulter vos emails ou administrer le serveur. Entre autres ici, nous avons le iRedAdmin qui permet d'administrer le serveur. Donc moi je vous conseille de tout sélectionner, comme ça vous n'aurez que l'embarras du choix une fois que ce sera installé. Donc ici IronMail vous fait un petit résumé des choix que vous avez faits. Et il vous donne également un avertissement, nous verrons ça tout à l'heure, concernant le fichier config qu'il va falloir déplacer, car ce fichier config en fait contient en clair tous les mots de passe qui ont été indiqués. Donc il ne vaut mieux pas laisser ce fichier là où il est et le déplacer ailleurs pour le conserver en cas de problème. Donc je vais confirmer que tout est OK pour moi, je vais dire Yes, et je vais valider, et l'installation va commencer. Et là, donc, IronMail va tout installer, c'est-à-dire il va installer le serveur Apache, il va installer le système anti-spam, le système antivirus, toutes les interfaces qui vont nous permettre de consulter et d'administrer notre serveur d'email. Donc tout se fait vraiment automatiquement et c'est vraiment très bien conçu. Il n'y a rien de compliqué ici, tout se lance et se fait automatiquement pour vous. Une fois l'installation terminée, IronMail va nous poser quelques petites questions. Donc la première, il va nous proposer de changer automatiquement les règles du pare-feu. Donc on va dire oui. Et il va nous demander si on doit redémarrer le pare-feu maintenant. On va lui dire oui. Voilà, l'installation est terminée. Donc par mesure de sécurité maintenant, nous allons déplacer le fichier config et le mettre ailleurs. Donc nous allons faire mv root IronMail config et je vais le mettre dans le dossier de l'utilisateur, par exemple home Eric et je valide ma ligne. Voilà, j'ai déplacé mon fichier config à un autre endroit pour être sûr. Et bien sûr, ce fichier config, eh bien, vous pouvez très bien le sortir du serveur, c'est même conseillé, hein, l'enlever du serveur, le mettre par exemple sur une clé USB, ou alors peut-être le chiffrer en utilisant par exemple gpg-c, et puis vous mettez le nom de votre fichier et vous mettez un mot de passe pour le chiffrer par exemple sur le serveur. Ça peut être une idée. Dans tous les cas, il faut absolument éviter que ces données tombent entre de mauvaises mains. Et bien maintenant, nous allons faire un dernier reboot pour relancer notre serveur. Donc maintenant, il faut que votre serveur d'email soit accessible depuis Internet. Donc pour ça, vous allez devoir faire quelques paramétrages que je ne vais pas pouvoir vous montrer dans cette vidéo. Premièrement parce que je ne sais pas quelle interface d'administration vous allez avoir pour votre DNS, ça sera en fonction du prestataire que vous aurez choisi pour acheter votre nom de domaine. Et je ne connais pas non plus quelle est la box que vous utilisez, chaque box ayant sa propre interface. Je mettrai dans la description de cette vidéo les différents détails concernant le paramétrage entre autres du pare-feu et du DNS. Mais commençons par parler du DNS. Donc vous allez aller sur l'interface d'administration de votre prestataire chez lequel vous avez acheté votre nom de domaine. Et la première chose que vous allez devoir faire, c'est déjà utiliser l'adresse IP publique de votre box. Pour connaître cette adresse IP, c'est relativement facile. Il vous suffit d'aller sur un site internet comme WhatIsMyIP ou autre, qui va vous donner votre adresse IP publique. C'est parfois également indiqué dans l'interface de la box. Je mettrai dans la description de la vidéo quelques adresses de sites vous permettant de découvrir quelle est l'adresse IP publique de votre box.
Si lorsque vous avez acheté votre nom de domaine auprès de votre prestataire, cela a également créé automatiquement un compte POP SMTP vous permettant de gérer une boîte email, vous devrez les supprimer car vous ne devez pas laisser le prestataire gérer de boîte email sur ce nom de domaine que vous avez acheté. Donc si vous avez des comptes POP, supprimez-les de votre prestataire. Également, dans votre registre DNS, vous devrez supprimer tout ce qui concerne les emails dans ce registre, c'est-à-dire entre autres le registre MX, qui doit certainement être présent, ainsi que toute référence à POP, SMTP ou autre qui pourrait se référer aux emails. Vous devez supprimer tout ça de votre registre DNS, car vous allez mettre vos propres registres à vous qui va rediriger sur l'adresse publique de votre box. Alors la première chose que vous allez devoir indiquer à votre DNS, eh bien, c'est où se trouve votre serveur, et pour cela, vous allez utiliser le registre MX. Donc, vous indiquez dans le registre MX que l'adresse de votre serveur est mail.mondomaine.com. Donc, le nom de votre domaine que vous avez acheté. Maintenant que vous avez indiqué donc votre MX, qui est un registre en fait qui indique aux autres serveurs DNS où se trouve votre serveur d'email, eh bien vous allez pouvoir indiquer quelle est l'adresse IP de votre serveur d'email. Pour ça, vous faites un enregistrement de type A, où vous mettez mail.mondomaine.com et vous indiquez ici l'adresse IP publique de votre box. Ensuite, vous faites la même chose avec pop.mondomaine.com et vous indiquez l'adresse IP publique, et également smtp.mondomaine.com et vous mettez votre adresse IP publique. Donc rien qu'avec ces 4 lignes, donc mx mail.mondomaine.com, a mail.mondomaine.com, a pop.mondomaine.com et a smtp.mondomaine.com, cela devrait être suffisant pour que votre serveur d'email fonctionne à l'extérieur de votre réseau local. Vous pouvez vous référer à la documentation de iRedMail qui est très complète. Si vous voulez rajouter d'autres lignes dans votre registre de DNS concernant la configuration de votre serveur. Vous pouvez également sur votre DNS régler le TTL, qui est en fait le temps pendant lequel les paquets seront conservés sur le réseau. Et iRedMail vous conseille un temps de 1800 secondes qui correspond donc à 30 minutes. Enfin, vous devrez changer les paramètres de votre box pour ouvrir les ports qui permettent d'accéder à votre serveur d'email. Je mettrai la liste de ces ports dans la description de la vidéo. Vous devrez ouvrir le port 25 pour le SMTP, le port 587 pour le SMTP en TLS, 110 pour le POP, 995 pour le POP en SSL, 143 pour l'IMAP, 993 pour l'IMAP en SSL, et enfin 80 pour l'HTTP et 443 pour l'HTTPS qui permettront donc tous les deux d'accéder à l'interface web de votre serveur d'email. Sur les box, il y a ce que l'on appelle un NAT qui permet de rediriger un port vers une adresse IP particulière. Et c'est là où il était important de mettre une adresse IP fixe sur votre serveur d'email. Vous vous souvenez, nous avons mis ici dans cette démo comme adresse IP 192.168.1.120. Donc sur votre NAT, vous devrez par exemple indiquer que le port 80 HTTP doit être redirigé sur l'adresse IP locale 192.168.1.120. Donc tous les ports en rapport avec votre serveur d'email devront être redirigés sur l'adresse IP fixe locale de votre serveur d'email. Alors sur une machine qui se trouve sur votre réseau local, vous pouvez très bien accéder à votre serveur d'email en passant par son adresse IP locale. Exemple ici, je vais taper https et je vais taper l'adresse IP de mon serveur d'email .168.1.120. Je vais faire un slash et là je vais indiquer l'interface que je veux utiliser. Et je vais donc utiliser Sogo, S-O-G-O avec un O minuscule. Je valide. Et vous voyez que j'arrive sur l'interface de Sogo qui est plutôt jolie et animée. Alors, comme le serveur d'email utilise un certificat qui est auto-signé,
il est très possible que votre navigateur se plaigne en vous disant que le certificat n'est pas valide. Alors bien sûr, vous devrez passer outre et indiquer à votre navigateur que vous voulez continuer d'aller sur ce site malgré que le certificat ne soit pas valide. Ceci étant dit, la communication est parfaitement chiffrée, même avec un certificat qui est auto-signé. Alors pour ceux qui veulent pousser plus loin, vous pouvez aller dans la documentation de IronMail qui vous explique comment utiliser entre autres Let's Encrypt pour mettre un certificat qui soit beaucoup plus valide et qui soit généré gratuitement par Let's Encrypt. Donc nous l'avons vu tout à l'heure, il y a déjà une adresse email qui a été créée qui est Postmaster. Donc nous allons faire un tour sur Postmaster, je vais taper postmaster@mondomaine.com. Et je vais taper donc le mot de passe que j'ai mis pour cette adresse. Je valide. On me dit bienvenue Postmaster. Et vous avez une très jolie interface qui s'affiche et vous avez déjà 3 emails dans Postmaster. Et ces emails en fait vont vous donner un résumé des différentes configurations qui ont été faites et vous voyez qu'on vous donne ici entre autres les ports qui sont utilisés. On vous donne également les différents sites vous permettant d'accéder à la documentation, au forum, etc. Et également un email qui fait un petit résumé de la configuration. Alors attention, moi je vous conseille d'effacer cet email parce que vous voyez que les mots de passe sont en clair. Donc ce n'est pas une très bonne idée de garder ça ici sur le serveur. Donc une fois que vous avez pris connaissance de ces emails, je vous conseille de les effacer. Mais maintenant, vous ne vous appelez pas Postmaster et vous souhaitez certainement avoir une adresse email qui corresponde plus à vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple avec jacques@mondomaine.com. Alors comment on va faire ça? Eh bien ici, au lieu de taper SOGO, je vais taper ired admin. Donc vous voyez qu'on arrive sur une interface un petit peu plus austère d'administration et on va taper Postmaster de nouveau, @mondomaine.com, et je vais taper le mot de passe de Postmaster que je vais valider en faisant login. Donc là, nous arrivons sur l'interface d'administration de notre serveur qui va nous permettre entre autres de gérer les utilisateurs et les noms de domaine. Donc ici, si je clique sur domaine et compte, vous voyez que j'ai mon domaine, mondomaine.com. Je peux rajouter un autre domaine si je le souhaite. Mais ici, ce que je veux surtout, c'est rajouter une autre adresse email qui corresponde à moi en tant qu'utilisateur. Donc je vais aller dans utilisateur. Et ici, par exemple, je vais taper eric@mondomaine.com et je vais lui mettre un mot de passe. Je vais mettre le nom sur lequel il va être affiché. Et je vais mettre le quota de la boîte email, c'est-à-dire la quantité maximum d'emails qui peut être stockée pour cette adresse email précise, ericmondomaine.com. Donc je vais dire par exemple que je veux lui mettre 1000 mégas de stockage. Vous voyez qu'on nous donne également gentiment ici un mot de passe aléatoire qui a été généré, que vous pouvez utiliser. Je clique sur ajouter. Et voilà, si je vais maintenant dans utilisateur, nous voyons que j'ai Postmaster, mais que j'ai également maintenant Eric. Alors, voyons voir si cette adresse fonctionne. Donc, je vais retourner sur mon interface SOGO. Donc, je fais SOG au minuscule. Je vais me déconnecter de Postmaster. Et je vais taper ici maintenant l'adresse eric@mondomaine.com. Et je vais taper le mot de passe que j'ai indiqué tout à l'heure, et je vais valider. Il me dit bienvenue Eric, et vous voyez que j'arrive sur la même interface que j'avais tout à l'heure sur Postmaster, mais cette fois-ci sur l'adresse email d'ericmondomaine.com. Alors vous retrouverez exactement les mêmes fonctionnalités que sur une boîte email classique que vous avez chez Gmail ou Microsoft ou autre. La différence, c'est que cette fois-ci, c'est sur votre serveur à vous. Et vous avez également, ici on le voit, un agenda, c'est-à-dire un calendrier. Donc cela ne sert pas uniquement de boîte email, mais également de calendrier. Et ce calendrier, eh bien, vous pouvez le synchroniser avec, par exemple, votre téléphone mobile. Si vous cliquez ici sur les 3 petits points qui sont là, vous pouvez aller dans Lien vers cet agenda. Et vous voyez qu'on vous donne ici des adresses
pour CalDAV, entre autres, WebDAV, en format XML ou ICS. Donc vous pouvez utiliser par exemple ce lien pour synchroniser cet agenda avec l'agenda qui se trouve par exemple sur votre téléphone mobile. Alors bien sûr, il faut remplacer l'adresse ici, qui est 192.168, qui est l'adresse locale, la remplacer par votre nom de domaine, bien évidemment. Alors là, bien sûr, j'ai accédé à ma boîte email localement, donc en utilisant l'adresse IP, mais il est clair que si j'étais par exemple chez un ami et que je veux consulter mes mails, eh bien, j'aurais tapé plutôt mail mondomaine.com à la place de l'adresse IP et je serais arrivé depuis chez mon ami sur mon interface web me permettant de consulter mes emails. Alors, lorsque vous allez tester votre boîte email, j'imagine que vous allez tenter de vous envoyer des emails pour voir si ça marche bien. La première indication qui va vous montrer que ça fonctionne, c'est que vous n'allez pas, sur la boîte de l'expéditeur, recevoir un email du serveur vous disant que votre email n'est pas bien arrivé. Donc ça, ce sera une première indication que quelque chose ne va pas bien. C'est si vous recevez sur la boîte de l'expéditeur un email du serveur vous disant que l'email n'est pas arrivé. Donc là, vous devrez revoir votre configuration et voir où se trouve le problème. Par contre, si vous n'avez pas de message d'un serveur sur votre boîte email d'expéditeur, ne soyez pas inquiets si vous ne voyez pas apparaître des emails tout de suite. Ce n'est pas non plus instantané. Donc il faudra peut-être un petit moment avant que l'email trouve son chemin jusqu'à votre serveur. Comme vous avez à la fois sur ce serveur un POP mais également un SMTP, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer des emails, vous devez être très vigilant quant au fait que votre serveur d'email ne soit pas piraté. Car si jamais quelqu'un venait à découvrir votre mot de passe, votre serveur d'email pourrait très bien être utilisé pour faire du spam. Donc vous devez être très vigilant à ce que votre mot de passe soit le plus complexe possible pour ne pas être hacké. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur la documentation de IronMail qui est très complète et qui vous permettra peut-être de pousser plus loin encore le paramétrage de votre serveur d'email, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple en changeant la signature avec Let's Encrypt, ou encore en rajoutant des lignes dans votre registre de DNS pour compléter le paramétrage. Ce que je vous ai montré aujourd'hui permet donc de tout de suite faire tourner un serveur, je dirais, avec le strict minimum. Mais vous voyez qu'ici, dans la documentation, on vous montre aussi comment se servir de IronMail en utilisant par exemple Thunderbird. Vous pouvez aussi très bien paramétrer n'importe quelle application sur votre téléphone mobile avec du POP, de l'IMAP, du SMTP, du CalDAV, pour pouvoir accéder à toutes les données de votre serveur d'email sur votre téléphone mobile. Donc vous trouverez tout ça dans la documentation de IronMail qui, je vous le rappelle, est vraiment très très complète. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.